Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Heure du Bilan, votre rendez-vous d'analyse et de redevabilité sur la télévision nationale. Ce soir, nous consacrons cette émission à un secteur stratégique, pilier de l'économie nationale et levier majeur de la transformation structurelle, les mines et la géologie. La Guinée, première réserve mondiale de bauxite et détentrice de ressources minérales parmi les plus importantes du monde, est aujourd'hui engagée dans une profonde refondation de la gouvernance de son secteur minier au service de la souveraineté économique, de la transparence et du développement durable. Et pour en parler, Heure du Bilan reçoit M. Bouna Sylla, il est ministre des Mines et de la Géologie. Avec lui, nous ferons un examen rigoureux et sans complaisance des activités phares de son département, du projet structurant Simandou, appelé à repositionner la Guinée sur l'échiquier mondial du minerai de fer, aux réformes institutionnelles et réglementaires engagées pour assainir le secteur en passant par les décisions fortes de l'État, notamment le retrait du permis d'exploitation de GAC, affichant la volonté affirmée de faire respecter les engagements contractuels. Nous reviendrons également sur la dynamique des exportations minières, leur contribution aux recettes publiques, ainsi que les défis de la transformation locale à la responsabilité sociétale des entreprises minières et à l'impact du secteur sur les communautés riveraines. Entre acquis, attentes et perspectives, ce numéro de Heure du Bilan se veut un moment de vérité et de pédagogie autour d'un secteur qui façonne aujourd'hui plus que jamais l'avenir économique de la Guinée. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. David Yombouno, bonsoir. Bonsoir Abakar, bonsoir aux téléspectateurs. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation et merci surtout d'être présent ici en plateau dans l'émission Heure du Bilan. Le ministère des Mines et de la Géologie, une dynamique de transformation et de restitution de la souveraineté minière pour la République de Guinée. Depuis sa nomination à la tête du ministère des Mines et de la Géologie, M. Bouna Sylla a impulsé une vision claire, transformer le potentiel minier et géologique de la Guinée en un véritable levier de développement durable. Entre réformes structurelles, accélération des grands projets et signature de conventions stratégiques, M. Bouna Sylla, depuis son arrivée, a su insuffler au secteur minier une dynamique nouvelle portée par une culture de gestion résolument axée sur les résultats dans une logique de coordination intelligente et de partenariat responsable garantissant une meilleure convergence des intérêts, une exécution efficace des projets et une valorisation optimale du potentiel minier au service de la stabilité sociale et du développement économique durable. La République de Guinée mérite un secteur minier structuré, performant et responsable au service durable de l'économie et de l'équilibre social. Nous parlons donc du secteur des mines et de la géologie. Vous êtes le premier responsable. On a reçu différents ministres sectoriels avec lesquels nous sommes revenus en long et en large du programme Simandou. Vous êtes également partie prenante du comité stratégique du projet Simandou. Parlez-nous concrètement de ce projet et ses différentes composantes. Merci. Et d'abord, c'est un plaisir disons même une obligation, conformément à la volonté du président de la République, et que les personnes en charge de la gestion des affaires publiques puissent rendre compte. Et la redevabilité est extrêmement importante pour faire avancer notre pays. Ça s'appelle la reddition des comptes. Exactement, la reddition des comptes. Et parlant du projet Simandou, et sans aucune démagogie, ce projet, il est délivré aujourd'hui de la plus belle manière grâce au leadership du président de la République. Vous vous souviendrez que ce projet, il y avait deux projets qui étaient voisins. Et le projet de Simfer Rio Tinto, les blocs 3 et 4 du Simandou et les blocs 1 et 2 de WCS, chacun voulait faire sa ligne de chemin de fer et son port.
WCS veut dire quoi? Winning Consortium Simandou. D'accord. Ce qui rendait le projet économiquement non viable pour la Guinée. Très lourd. Très lourd en termes de financement. Donc il a invité les investisseurs à travailler ensemble dans le cadre du co-développement. Et pour réussir ce qui a été réussi de manière historique, il a mis en place ce qu'on appelle le comité stratégique du projet Simandou. De quoi s'agit-il? Tout le monde connaît les lourdeurs administratives. Il a mis toutes les parties prenantes, notamment côté État, en charge du secteur, en tout cas qui ont des implications dans la gestion du secteur. Des implications directes. Directes au sein de ce comité, pour que les prises de décision se fassent au même endroit. C'est comme une forme de guichet unique au sommet de l'État, mais dont il est le premier responsable, qui reporte directement à lui, qui est présidé par le ministre directeur de cabinet, dont les membres sont le ministre secrétaire général, M. Djiba Diakité, le ministre secrétaire général, le ministre du budget, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, et le ministre des Mines, bien sûr, le secrétaire général du ministère des Mines, le secrétaire général du ministère de l'énergie, le conseiller du président en charge des questions minières, l'administration de contrôle des grands projets. Et un accord cadre a été signé le 25 mars 2023 qui a tracé le chemin qui nous a permis le 11 novembre 2025 à 11 h de lancer l'exploitation du projet Simandou. Le projet Simandou, c'est quoi? C'est ce qu'on veut savoir là, monsieur le ministre. Le projet Simandou a 4 composantes. On a 2 mines. Le bloc 1 est opéré par Winning Consortium Simandou, dont les actionnaires sont Winning, qui est une société de transport maritime singapourienne, qui est active dans la bauxite en Guinée à travers la SMB. On a Weiqiao, qui est le numéro 2 mondial de l'aluminium, qui est une entreprise privée chinoise. Et Baowu, qui est le leader mondial de l'acier. Qui est aussi chinois. Qui est chinois, qui est une société d'État chinoise, il faut le rappeler. Ensuite, on a Simfer Rio Tinto, et qui est opéré par Rio Tinto, mais dont les actionnaires sont Chinalco, qui est une société d'État chinoise, Baowu, CRCC, China Railway Construction Company, c'est une entreprise d'infrastructure, et Chek, China Harbour Engineering Company, qui est une société de construction portuaire. Ça, c'est la première composante, les 2 mines. La seconde composante, c'est un chemin de fer de 650 km. Les rails sont faits déjà. Les rails sont faits, c'est pour ça qu'on a lancé bien sûr le 11 novembre. Et la spécificité de cette infrastructure, c'est un chemin de fer double voie, c'est unique en Afrique, dans notre sous-région, même je dirais en Afrique. Ça veut dire? Il y a une voie qui descend et une voie qui remonte. D'accord. C'est un chemin de fer double voie. C'est pas comme le chemin de fer, tous les chemins de fer qu'on a connus dans le pays, c'est des chemins de fer à voie unique. Ce chemin de fer, c'est un chemin de fer qui a double voie. Donc il pourra faire passer beaucoup de capacités, notamment l'exigence de l'État, du président de la République, que ce soit un chemin de fer multi-utilisateur et multi-usager. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a la possibilité de faire du transport de marchandises et du transport de passagers. Pas seulement le transport du minerai, mais également permettre à toutes les mines qui sont le long du corridor de pouvoir avoir un droit d'accès à l'infrastructure. Ce qui a même un impact en termes d'aménagement du territoire, mais également en termes d'impact environnemental pour ne pas avoir des chemins de fer partout. Ça c'est la deuxième composante, c'est un chemin de fer de 650 km qui fait du transport du minerai, transport passager quotidien, un train de Bela sur Moribaya et un train de Moribaya sur Bela et 3 trains marchandises par semaine. Un port. Ça, c'est la 4e composante. Ça, c'est la 3e composante. Ok, la 3e composante. La 3e composante, un port, au même titre que le chemin de fer, qui est un port minéralier et commercial. C'est-à-dire qu'il va permettre du transport de marchandises en importation et en exportation. D'accord. Et les quais minéraliers. Pour sortir du cycle de l'exportation brute du minerai, et comme vous le savez, ce n'est pas un secret, le président a imposé que la transformation. Dans le cadre du projet Simandou, il est prévu la transformation du minerai en acier, 500 000 tonnes d'acier par an ou 2 millions de tonnes de pellets par an. Les pellets, c'est un produit intermédiaire entre le minerai de fer brut et l'acier, qui a une forte valeur sur le marché. Entre la bauxite et l'aluminium. Exactement. D'accord. Et ça, c'est la 4e composante du projet Simandou. Et rapidement, ce projet, c'est un projet qui est transformateur pour la Guinée. Comment, monsieur le ministre? Comment? Allez-y. Parce que, au-delà
de la question du transport du minerai et des revenus attendus, environ 2 milliards de dollars par an, c'est un projet qui a un fort impact économique, au-delà de l'impact financier. Impact économique parce que c'est un projet qui connecte nos 4 régions naturelles. La région forestière, la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée et la Basse-Guinée. Et donc, il connecte ces 4 régions naturelles, il fluidifie les échanges entre ces 4 régions naturelles, ce qui va permettre d'élargir l'impact économique du projet sur le pays. La question de la transformation du minerai, et comme vous le savez, le Simandou, c'est du minerai de haute teneur, dont le seul pays qui surfait sur ça, c'est le Brésil, et avec son minerai de Carajás. La Guinée sera le second à faire des minerais de haute teneur sur le marché qui permettent de fabriquer de l'acier vert qu'on appelle green steel. Donc les transformer sur place, ça permet à la Guinée d'utiliser ce minerai pour contribuer à la décarbonation du monde. Et pourquoi la décarbonation du monde? Parce que l'industrie de l'acier est l'industrie la plus polluante au monde. Et du fait du projet Simandou, ça va contribuer à baisser les émissions de CO2, des gaz à effet de serre de l'industrie de l'acier. Donc c'est un projet à impact mondial. Et autre chose, c'est un projet dans lequel il y a une certaine interdépendance des intérêts. Ah bon? Voulu par le président, imposé par le président. Expliquez-nous, monsieur le ministre. Dans ce projet, on a les 5 continents qui sont présents dans ce projet. Ce projet se réalise en Guinée, donc l'Afrique bien sûr, l'Asie à travers la Chine, l'Europe à travers la signalisation qui est européenne, avec Alstom. Et l'Allemagne fournit tout ce qui est ship loader et les concasseurs. Les États-Unis à travers les locomotives. Et Rio Tinto est une entreprise anglo-australienne. Donc le continent océanique aussi fait partie de ce projet. Donc, on peut dire sans risque de se tromper qu'avec le projet Simandou, c'est un peu l'empire britannique du 19e siècle où le soleil ne se couche jamais. Ouais. Le résumé du monde. Ouais, David, une question. Oui. Alors, monsieur le ministre, on a suivi le lancement de ce projet. Ouais. Et la question que beaucoup de Guinéens se posent aujourd'hui, ils disent qu'avec la société CBG, la Guinée avait par exemple 49% de gains de participation, ouais. Et qu'avec Simandou, avec tout ce qu'on a suivi, que la Guinée ne gagne que 15%. Comment on peut expliquer aujourd'hui ça aux Guinéens pour qu'ils comprennent que même avec 15%, on peut... Qu'est-ce qui se passe concrètement? Ok, avant d'aborder ce point que j'ai écouté, qui fait bon... C'est normal que les gens se posent des questions. Oui. Bon. Vous savez, c'est un pays où tout le monde est spécialiste de tout. C'est la particularité de notre pays. Malheureusement. Et je voulais quand même revenir sur un impact de projet qui est une innovation majeure du président. D'accord. C'est important de le dire. Le minerai, comme il a dit, quand ça va aller sur le marché, il ne reviendra plus en Guinée. Ouais. Investir sur les générations futures, c'est quoi? C'est pas de mettre l'argent en banque, mais c'est d'investir dans le capital humain. Ouais. Il a décidé que 20% des impôts et taxes qui seront collectés par l'État guinéen dans l'infrastructure, c'est-à-dire la compagnie du Transguinéen, qu'il faut le rappeler. D'ailleurs, comment cette compagnie a été créée? Qu'est-ce qui a motivé sa création? C'est parti d'où concrètement? C'est pour après revenir sur la question de 15%. Oui, bien sûr, parce que c'est important. Les 15%. Je fais le lien. Après, on vous rappellera pour les 15%. Non, je reviens, rassurez-vous, je vais répondre aux 15%. D'accord. La compagnie du Transguinéen, c'est une compagnie dont les actionnaires sont les partenaires industriels. C'est les actionnaires des 4 blocs du Simandou, oui. Les blocs 1 et 2 et les blocs 3 et 4, et l'État guinéen qui a 15% dans les infrastructures. Mais il est prévu que les impôts et taxes qui seront collectés par l'État, 20% des impôts et taxes de la compagnie du Transguinéen, vont être utilisés pour envoyer les meilleurs élèves des 33 préfectures de ce pays à travers le monde pour des formations dans les métiers d'ingénieurs, dans les métiers scientifiques, de médecins, dans les grandes écoles du monde. Okay. Un peu ce que la Chine a fait dans les années 80 et continue à faire. Oui. Un investissement massif sur l'éducation, comme l'a dit le président, pour éviter que les enfants de ce pays, beaucoup ont été mangés par le désert et la Méditerranée. Oui. Oui. Pour la recherche de l'Eldorado. Pour leur donner la possibilité, l'opportunité d'aller étudier à l'étranger en toute légalité, payés par l'État et retourner travailler dans leur pays. Et 5% des impôts et taxes de chacune des mines investis dans le système éducatif à l'intérieur de la Guinée
pour pouvoir l'améliorer, continuer à améliorer notre système éducatif parce que l'avenir de la Guinée, c'est d'exporter de la matière grise, pas de la matière première, comme dit le président du comité stratégique. Singapour n'a pas de minerai, même l'eau, ils importent de Malaisie, mais c'est un des PIB les plus importants par tête d'habitant au monde, plus de 80 000 $ par tête d'habitant. Donc l'objectif de transformation du Simandou, c'est que de prendre des revenus, investir dans l'éducation, c'est le futur de la Guinée. Revenant sur la question de 15% qui fait beaucoup fantasmer. Bien sûr, la Guinée a 49% dans le CBG, mais comment on a eu ces 49%? CBG, la convention a été signée le 1er octobre 1963. L'État guinéen dit je veux 49%, oui, et les partenaires ont dit vous voulez 49%, pas de souci, donc vous financez les infrastructures. Le chemin de fer de 120 km qui relie Sangaredi au port de Cap-Sar. C'est l'État guinéen. C'est l'État guinéen qui a financé. La cité de Kamsar et de Sangaredi, l'hôpital de Kamsar et le port. Donc l'État guinéen s'est endetté auprès de la Banque mondiale pour financer ces infrastructures. Les revenus collectés servaient de garantie pour le remboursement de la dette qui a été remboursée en 1992, je crois, si ma mémoire est bonne. Et à l'époque, l'État guinéen avait créé une structure qui s'appelait l'OFAB, Office d'aménagement de Boké, qui était chargé de faire l'aménagement de Boké pour que Boké soit vraiment un pôle d'excellence, un pôle économique dynamique. Direct. Malheureusement, cet objectif n'a pas été atteint parce que qui va comme ça voir les résultats, il est là. L'État guinéen a créé l'ANAIM pour remplacer l'OFAB. Dans le cadre du Simandou, on a un projet de 20 milliards de $, dont environ les infrastructures font 15 milliards de $. L'État guinéen peut se prendre le luxe de dire bon, je vais m'endetter pour financer, pour lever sur le marché, ou en tout cas aller auprès des banques, lever 15 milliards de $ pour que je puisse avoir 49% d'actions, alors que, au bout de 35 ans, cette infrastructure te revient gratuitement, sans dépenser un franc. Avec 15%. Avec 15% pendant la phase de la période 2025, de la période maintenant, jusqu'aux 35 ans, l'État guinéen bénéficie de 15% de participation non contributive, non dilutive. D'accord. C'est non dilutive, pourquoi? Quelles que soient les augmentations de capital de la compagnie de Transguinéen, c'est 15% demeureront. Et à la fin des 35 ans, l'infrastructure revient gratuitement dans le portefeuille de l'État. Je ne vois pas la logique économique qu'on investisse, qu'on aille s'endetter pour 15 milliards, pour le luxe d'avoir 49% dans les mines, pour une infrastructure qui nous revient gratuitement au bout de 35 ans. Si je vous comprends, Monsieur le ministre, si vous permettez. Bon, peut-être que j'ai loupé des choses. Je voudrais vous poser cette petite question, parce que quand vous prenez le code minier, c'est 15% de participation gratuite qui sont données à la Guinée. Vous voulez nous dire qu'en plus de ces 15% de participation dans les mines, on a aussi d'autres participations au niveau des infrastructures? Exactement. Dans la loi guinéenne, les infrastructures en général, c'est la loi BOT. Il n'y a pas de participation. Tu réalises? Tu réalises. Dans le code minier, c'est 15%. Et dans le projet Simandou, au-delà des 15% on a la possibilité d'augmenter cette participation de 20% supplémentaire au coût historique pour nous amener à 35% de participation dans les mines. Et dans l'infrastructure, on a 15% d'entrée. Et au bout de 35 ans, ces infrastructures reviennent gratuitement dans le portefeuille de l'État, contre 0 franc, contre 0 $ payé. Et les investisseurs, c'est un projet de plus de 100 ans, les mines vont continuer à utiliser cette infrastructure, mais l'ensemble des revenus et redevances seront maintenant intégralement donnés à l'État parce qu'il n'y aura plus d'autres actionnaires que l'État guinéen. Et c'est la logique économique. Maintenant, tout le monde est expert, je ne vois pas l'utilité de la comparaison, en tout cas en tant que spécialiste, pas spécialiste, juste question minière de toutes les façons. Non, question de pure, comment on appelle ça, de bon sens, parce que c'est la chose la mieux partagée. Le bon sens. Je ne vois pas pourquoi je vais m'endetter pour avoir 49% pour bénéficier d'une infrastructure, alors que cette infrastructure me revient au bout de 35 ans gratuitement. D'accord. Autre sujet, c'est bien GAC. On a vu que la société, son permis d'exploitation lui a été retiré. Pourquoi? Et après, est-ce que vous avez calculé les conséquences? Parce que on nous apprenait qu'il y a beaucoup de travailleurs au niveau de Global Aluminium Company.
En fait, vous vous souviendrez que le 8 avril 2022, le président de la République a invité toutes les sociétés qui ont des engagements de réaliser des raffineries en Guinée. Pour dire que la Guinée respecte ses engagements, mais la contrepartie est que chacune des sociétés respecte aussi les engagements souscrits à l'égard de l'État guinéen. Et ce même discours est dans la continuité du discours du 16 septembre 2021, lors de la rencontre entre le président de la République et les investisseurs miniers. Les sociétés qui respectent leur engagement, il n'y a aucun problème avec elles. Avec l'État guinéen. La société GAC, la convention minière a été signée en octobre 2004, soit 21 ans aujourd'hui. Si ma mémoire est bonne, c'est le 15 octobre. La société, le nom de la société, c'est GAC, Guinea Alumina Corporation. Il n'y a pas de bauxite dedans, c'est pour faire de l'alumine. En 2013, il y a eu un avenant à la convention de base de GAC avec l'État guinéen, autorisant GAC à faire de la bauxite, ce qui n'était déjà pas normal, mais les accords sont les accords. Et dans cet avenant, il était prévu que GAC fasse la bauxite, la première phase, et le projet de bauxite devait entrer en production en 2017, et la raffinerie devait être construite en 2022. GAC, voyant que ne pouvait pas respecter cet engagement, il a fait un changement de chronogramme de réalisation du projet en 2017, et lors de ce changement de chronogramme, il devait réaliser le projet de bauxite en 2019, et la raffinerie, la fin de la construction était prévue le 30 septembre 2026. Et dans ce chronogramme négocié avec GAC, il était prévu qu'en juillet 2023, GAC devait soumettre à l'État guinéen la sécurisation du financement du projet, c'est-à-dire de réalisation de la raffinerie. Ça a été fait? 2023, GAC a été rappelé et de soumettre la sécurisation du financement pour la construction de la raffinerie. Ce qu'ils n'ont pas fait. Malgré cela, l'État de bonne foi a continué les discussions avec GAC qui ont abouti à la signature d'un accord préliminaire le 6 juin 2024 et le projet a été ramené au comité stratégique par le président de la République afin d'accélérer la mise en œuvre de la raffinerie de GAC. On a signé un accord préliminaire le 6 juin 2024 et le 6 décembre, on devait signer l'accord final. Contre toute attente, GAC a refusé de signer l'accord final concernant le projet de raffinerie. Conformément à l'article 88 du Code minier, une mise en demeure a été adressée à GAC en mai 2025, qui exige que dans un délai de 45 jours, tu dois soumettre à l'État toutes les preuves de réparation de tes obligations afin que le projet de raffinerie puisse être réalisé. Malheureusement, ce qui n'a pas été fait. Et le 4 août 2025, sur recommandation du ministère des Mines, il y a eu un décret du président de la République qui a retiré la concession minière de GAC. Et dans la foulée, il y a une société qui a été créée, une société d'État, détenue 100% par l'État, qui s'appelle Nimba Mining Company, justement pour faire face aux obligations de GAC, qui est une entreprise qui avait plus de 2100 employés. Il fallait que ces employés soient protégés, garantis, c'est des Guinéens. C'est le cas aujourd'hui? C'est le cas aujourd'hui. Et Nimba Mining Company, le premier chargement du minerai a été fait 3 mois après, juste 3 mois après, le 4 novembre 2025. Le premier chargement du minerai ont commencé. Et aujourd'hui, tous les emplois, les anciens employés de GAC ont été réintégrés. Et tous les contrats de sous-traitance tels qu'ils étaient conclus ont été reconduits avec la nouvelle société pour uniquement les besoins d'emploi qui sont extrêmement importants pour le président de la République. Il fallait que ces emplois soient maintenus et protégés et dans les mêmes conditions. Et c'est pas parce que l'État reprend que ce sera des emplois ou des conditions de travail dégradées, mais plutôt l'État doit donner le meilleur exemple. Au même titre que d'autres grands pays miniers. Je prends l'exemple du Brésil avec Vale, qui était une société d'État avant, qui s'appelait CVRD, Compagnie Valerio Dossé. On prend le Chili, Codelco. Codelco, c'est la première société de production de cuivre au monde, mais c'est une société contrôlée 100% par l'État chilien. Donc, c'est une nouvelle phase que le président a enclenchée dans le développement minier de notre pays, en faisant de l'État un acteur au même titre que les autres entreprises minières. Donc, Nimba Mining, l'année prochaine, l'objectif de production, c'est de faire environ 10 millions de tonnes.
et les études de faisabilité pour la construction de la raffinerie vont commencer l'année prochaine. Et la vision globale du président, et qu'il a demandé au comité stratégique de mettre en œuvre, est de faire de Nimba une société holding qui a des filiales. Il y aura une filiale or, Nimba Gold, Nimba Base Metal, tout ce qui est métaux de base, le nickel, le cuivre et le cobalt. Nimba Logistique et Services, c'est-à-dire tout ce qui est toute la partie logistique et que vous comprendrez qui sont extrêmement, qui est du moins extrêmement important dans le développement du secteur minier, et la partie minerai de fer aussi. Donc ça va avoir plusieurs filiales, et la partie bauxite et raffinerie. D'accord. Est-ce que la prise d'une telle décision, si vous permettez, est-ce qu'elle n'est pas risquée ou bien elle a plutôt des avantages pour notre pays, monsieur le ministre? Elle est risquée si on veut gérer l'entreprise comme une boutique, excusez-moi de l'expression, c'est une boutique, c'est une expression comme ça, comme une boutique de Libanais. C'est une entreprise qui est gérée conformément aux meilleurs standards. Et le président a exigé, même les membres du conseil d'administration, les nominations se feront par appel à concurrence. En dehors du président du conseil d'administration, les autres membres du conseil d'administration seront désignés par appel à concurrence. Le directeur général et les principaux directeurs, le directeur financier et les principaux directeurs ont été désignés par appel à concurrence. Le directeur général est un étranger, le directeur financier est un étranger, le directeur de la mine est guinéen, le directeur du port est guinéen, le directeur de chemin de fer est guinéen, le directeur de technique et de la maintenance est guinéen, de l'énergie est guinéen. Donc, c'est une société qui va être gérée au même titre que les meilleures entreprises minières au monde. C'est ce qui permettra, parce qu'il ne faut pas oublier, cette société, c'est 14 millions d'actionnaires. Les 14 millions de Guinéens sont actionnaires dans cette société. Donc, il faut que sa gestion soit une gestion extrêmement saine, rigoureuse, transparente, pour apporter plus de revenus. Et ces revenus vont permettre à la mise en œuvre du programme Simandou 2040 qui prévoit 122 projets, 36 réformes pour que la Guinée soit sur le chemin de l'émergence à l'horizon 2000, dans les 15 prochaines années, c'est-à-dire en 2040. D'accord. Question suivante, David Yomboura. Oui, vous avez dit tout à l'heure, Nimba Mining Company, il y a une filiale or, et puis vous avez cité d'autres métaux. Est-ce que ça veut dire que sur le même site-là, on trouve ces métaux-là? La Guinée est un pays... C'est un scandale géologique, mais malheureusement, jusqu'à l'arrivée du président, c'était un scandale de la pauvreté. Le défi qui nous est lancé, c'est de transformer ce scandale géologique au lieu d'un scandale de la pauvreté en un scandale de la prospérité partagée. D'accord. À cet égard, il faut faire du secteur minier une petite portion de l'économie globale. Donc le secteur minier doit être un catalyseur de l'ensemble de l'économie nationale. Et les différentes filiales dont on parle, on a plus de 700 tonnes de réserves d'or. Qu'est-ce qui empêche à la Guinée de faire de la recherche, de découvrir de l'or et de l'exploiter au même titre que la SAG, au même titre que la société minière de Mandiana, au même titre que d'autres sociétés. On peut le faire, on a l'expertise, il suffit d'avoir le leadership, un leadership éclairé et fort tel qu'on l'a aujourd'hui pour pouvoir les dérouler. Et ça, on est en train de travailler dessus, sous le leadership direct du président de la République, en relation avec le comité stratégique, pour pouvoir délivrer tous ces projets. Je vous disais que l'année prochaine, on va entamer les études de faisabilité pour la réalisation de la raffinerie que GAC a refusé de faire. L'État guinéen pourra le faire, avec seul ou avec des partenaires, que cette raffinerie puisse avoir lieu, parce que de 2025 à 2030, l'objectif qui est assigné au ministère des Mines par le programme Simandou 2040, c'est d'avoir 5 raffineries, avec un objectif de production de 6 millions de tonnes d'alumine. Cette année, on a lancé le 26 mars 2025, pour la première fois depuis l'indépendance, il faut le rappeler, parce que l'usine de Fria, ça a été construit par le colon pendant la période coloniale et qui a été inaugurée en 1960. La première raffinerie post-indépendance, la construction a démarré cette année, le 26 mars 2025, à Bofa, avec la société SPIC, State Power Investment Company. La seconde raffinerie, on l'a lancée le 12 décembre dernier, à Bouquet, d'Obali, et qui va également produire 1,2 million de tonnes, comme celle de Bofa, dont la construction est en cours. La fin de la construction du projet de SPIC est prévue à fin 2027, et la fin de la construction du projet de Winning et Alumina est prévue en 2028. Et l'année prochaine,
probablement d'ici la fin de cette année ou en début d'année prochaine, le troisième projet de raffinerie à Bofa également va être lancé. Et on projette de lancer dans la construction de 2 nouveaux projets de raffinerie, dont un, on est à 98% proche de la fin des discussions, et pouvoir lancer les travaux de construction soit d'ici la fin de cette année ou en début d'année prochaine, également pour une période de construction de 3 ans. Et une quatrième est en cours de discussion également, et cet objectif qui est fixé par le programme Simandou 2040, d'être à l'horizon 2030 6 raffineries, c'est extrêmement important pour le pays. Si on a 6 millions de tonnes d'alumine, en 2024, la production mondiale d'aluminium, c'est 72 millions de tonnes. Ces 72 millions de tonnes, 25% proviennent de la bauxite guinéenne. Donc, il faut que notre pays aujourd'hui se positionne pour la production de l'aluminium. L'enjeu, c'est l'aluminium. On va passer de la bauxite à l'alumine. L'alumine, ça, c'est enclenché. Si on atteint cet objectif, on passera à l'aluminium. On est un pays d'une pluviométrie abondante et les maisons sont construites avec en tout cas les toits, c'est des feuilles de tôle. Ces feuilles de tôle sont importées. Pour un pays qui a les plus grandes réserves mondiales de bauxite et qui est le premier exportateur mondial de bauxite, c'est pas normal. Non. Donc, ces raffineries vont approvisionner maintenant les fonderies d'aluminium, parce qu'on ne va pas importer l'alumine pour faire de l'aluminium. C'est un non-sens. Il faut arriver à un niveau de production de l'alumine suffisante pour les transformer en aluminium. Et en les transformant en aluminium, la Guinée se positionne comme un des acteurs mondiaux de production d'aluminium pour les nouvelles industries. Il faut savoir que l'aluminium aujourd'hui, c'est un métal critique qui rentre dans la construction des véhicules électriques et hybrides, mais également parce que maintenant il faut faire des véhicules plus légers. C'est des véhicules pas des moteurs thermiques, mais c'est des moteurs électriques, mais également dans la construction, les panneaux solaires et dans l'industrie aéronautique. Avec la croissance de la population mondiale, l'aluminium a de beaux jours devant lui. Tout ça contribuera à l'industrialisation du pays, qui est le pilier 1 du programme Simandou 2040. D'accord. Et puisque vous parlez de fonderie, tout ça demande beaucoup d'énergie, mais puisque vous n'êtes pas le ministre de l'énergie, les questions énergétiques vont lui être posées. Monsieur Namori Kamara, alors, vous parlez d'exploitation aujourd'hui. Est-ce que vous avez vous pouvez nous faire la cartographie des sociétés qui exploitent notre sol et notre sous-sol, monsieur le ministre? Elles sont nombreuses? Oui, aujourd'hui, il y a un dynamisme. Allez-y. Et la Guinée, c'est un pays qui inspire confiance aujourd'hui. Tous les investisseurs internationaux bousculent pour venir en Guinée. Et en phase de production aujourd'hui, on a 29 sociétés, dont 18 sociétés en bauxite, et 3 sociétés en fer et 8 sociétés pour l'or. En phase de développement, c'est-à-dire construction, et on a 13 sociétés. Et en phase de recherche, on a 108 permis. Vous vous souviendrez que dans le cadre des instructions du président, il y a eu un assainissement du cadastre d'ailleurs qui est dynamique, qui continue. Au mois de mai, on a retiré, il y a eu le retrait de 54 permis d'exploitation et concessions minières par décret du président de la République. Dans la foulée, 315 permis ont été retirés de recherche par le ministère des Mines et de la Géologie. D'ailleurs, c'est l'occasion de vous informer du lancement de la plateforme digitale qui s'appelle Damanda, et qui est une réforme majeure du secteur minier guinéen et qui sera à coup sûr le système cadastral le plus performant d'Afrique. Ok. Vous insistez? J'insiste là-dessus. C'est pas prétentieux? Non, c'est pas prétentieux. Allez-y, sur quoi vous vous fondez pour dire ça? D'abord, ce système réduit la part de l'humain dans le processus pour apporter plus de transparence. Vous pouvez être à l'étranger, faire votre demande de permis. L'ensemble du processus, il est traité, il est transparent. Vous suivez l'évolution du traitement de votre permis. Tout le processus. Toutes les étapes. Vous faites les paiements à partir de l'étranger, soit par virement bancaire ou par carte de crédit. Vous n'avez pas besoin de prendre votre billet d'avion venir jusqu'en Guinée juste pour déposer une demande. Et vous suivez sur la plateforme et le circuit de traitement de votre demande. Une fois que le permis il est signé, vous pouvez télécharger votre permis à partir de l'étranger avec un code flash et pour pouvoir authentifier le permis et vous retirez votre permis en étant à l'étranger. Et ce qui est également une des améliorations majeures, la question des propriétaires réels. La question des propriétaires réels est une exigence de l'ITIE.
l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Oui. Et la Guinée est conforme aux prescriptions de l'ITIE. Oui. Donc, cette nouvelle plateforme permet de savoir, OK, le permis de la société de M. Condé, qui peut s'appeler peut-être Koya, et dans cette société, quels sont les actionnaires qui sont dans cette société? À partir de la plateforme, vous avez accès aux informations des propriétaires réels, quels sont les véritables actionnaires Transparence au haut niveau. Transparence au haut niveau, et traçabilité, sécurité et traitement diligent. D'accord. Dans le processus, et le traitement, il est diligent parce que tout est informatisé, tout est digitalisé, et il est en ligne, il est ouvert, il est accessible à tous les investisseurs internationaux, à toute personne qui souhaite d'Amanda. Et on a un peu dans cette logique de changement de mentalité imposée par le président, et on veut que nos plateformes portent des noms locaux. Vous voyez par exemple la plateforme qui fait les appels d'offres, les marchés publics s'appelle Télémo, il y a la plateforme Sonoya. Donc, et dans le même ordre d'idée, on a demandé à chaque cadre de proposer un nom local qui pouvait porter le nom de la plateforme. Donc, d'où le nom d'Amanda est venu comme ça. Bon, vu Amanda, ça veut dire Amalinké, bon, à la mine, quoi. Quelque chose comme ça. Ok. Alors, Monsieur le ministre, vous avez cité tout à l'heure les sociétés qui sont... Le nombre de sociétés opérationnelles en Guinée. Est-ce qu'on peut avoir une idée, un aperçu des exportations de la Guinée durant l'année 2025 qui s'achève et l'impact de cette exportation en termes de contribution aux recettes publiques? En 2024, l'État guinéen on a exporté 145 millions de tonnes de bauxite. Ok. Et en 2021, 102 millions... D'abord, 2020, 85 millions de tonnes. 2021, 102 millions de tonnes. 2023, 126. 2024, 145 millions de tonnes. Et en termes d'impact, je donne un chiffre. Contribution aux collectivités locales, notamment aux communautés riveraines impactées par l'activité minière. 2021, 2022, 2023, c'est 558 milliards de francs guinéens qui ont été payés par les sociétés minières en faveur des communautés riveraines directement impactées par l'activité minière, ce qui a fait environ 60 millions de dollars. Et si ces fonds sont bien gérés, ça va contribuer à développer un écosystème autour des zones d'exploitation minière par la création d'activités génératrices de revenus. Et pour éviter que ces fonds n'aillent dans les poches, on a fait une réforme de la gestion du FODEL, le Fonds de développement économique local. Il y a eu un arrêté conjoint du ministère des Mines et du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, signé en juillet 2024, pour apporter plus de transparence dans la gestion de l'utilisation et la gestion des fonds destinés aux collectivités locales directement impactées par l'activité. Une bonne partie à l'ANAFIC, hein, c'est ça? Oui, en fait, pour éviter différents comptes, il a été décidé que les fonds destinés aux collectivités, tous ces fonds doivent être domiciliés au sein de l'ANAFIC, l'Agence nationale de financement des collectivités locales. Vous savez, en Guinée, on a fait une décentralisation sans moyens, mais avec l'ANAFIC, vous avez les fonds de FODEL, Fonds de développement économique local, qui sont prévus par le code minier. L'origine de ces fonds, c'est 5%, et 0,5% du chiffre d'affaires des sociétés qui sont dans la bauxite et le minerai de fer sont alloués aux collectivités directement impactées. Pour l'or et le diamant, c'est 1%. Maintenant, il y a les fonds aussi, de ce qu'on a, le fonds qu'on appelle le FNDL, le Fonds national de développement local, prévu par l'article 165 du code minier, qui fait que 15% des impôts et taxes collectés par l'État guinéen sont alloués au Fonds national de développement local, qui vont être ce fonds va être reparti à l'ensemble des collectivités locales du pays, sur une base de péréquation en tenant compte des populations et d'autres critères objectifs qui sont définis. Et il y a le fonds aussi qui est appelé FODECOM, qui est le fonds de développement, je crois, du Grand Conakry. Tous ces fonds sont domiciliés au sein de l'ANAFIC, mais il y a des procédures qui ont été mises en place avec l'appui des partenaires qui permettent d'apporter plus de transparence dans la gestion de ce fonds, mais également une fois que les fonds sont mis à disposition des collectivités locales. Vous avez parlé de Damanda comme une des réformes. Est-ce qu'il y a d'autres réformes qui ont été opérées au cours de l'année 2025 qui s'en va? Si oui, lesquelles, Monsieur le ministre? Les réformes majeures qui sont opérées, en fait, c'est la mise en œuvre de notre réglementation. Allez-y. Il y a le droit de transport qui est prévu par le code minier. Il est prévu par le code minier que 50% de la production minière doit être transportée par des navires battant pavillon guinéen ou assimilés. À ce titre, il y a une société qui s'appelle Guitram, la Guinéenne des transports maritimes, qui a été créée.
et en relation avec le ministère des Transports et la Société guinéenne du patrimoine minier, pour le transport de la production minière. Ensuite, pour pour l'amélioration des revenus de l'État guinéen issus de l'exploitation minière, notamment de la bauxite, dans les prochains jours, au même titre que Damanda, il y a une plateforme qui va être lancée, qui va s'appeler GBX, Guinea Bauxite Index, c'est-à-dire c'est l'index de la bauxite guinéenne, pour permettre en temps réel de savoir quel est le prix de la tonne de bauxite qui sort de notre pays pour aller vers les marchés internationaux. Quel est le coût du transport? C'est ce qui permettra de sécuriser la collecte des revenus miniers par l'administration fiscale, parce qu'il faut rappeler, le rôle du ministère des Mines n'est pas de collecter les revenus. Les revenus sont collectés par le ministère du Budget à travers la Direction générale des impôts et la Direction générale des douanes. Mais la mise en place de cet index va amener plus de transparence dans la détermination du prix de la bauxite en temps réel. On sait que cette semaine, voici le prix de la bauxite guinéenne rendu en Chine. Le coût du transport, il est de combien? Le prix de la bauxite, il est de combien? Et cette plateforme va être lancée dans les prochains jours. Ça sera une mutation extrêmement profonde de notre industrie et plutôt de l'industrie minière guinéenne, notamment en termes d'impact et d'amélioration des revenus collectés par l'État en apportant plus de transparence dans la détermination du prix de la bauxite. Nous allons donc partir avec les questions des citoyens. David Yombono, première question. Marcel Dramou. Monsieur le ministre, vous vous battez pour l'assainissement du cadastre minier. Vous avez retiré beaucoup de permis. Merci déjà pour cela. Mais n'y a-t-il pas peu d'abus par endroit? Certains évoquent même des règlements de compte. Sur quelle base avez-vous retiré les permis? Il y avait plus de 600 permis qui étaient actifs, qui étaient sur le cadastre, et dont la majorité était inactive. Donc ça crée un gel des ressources. En créant le gel des ressources, les bons investisseurs viennent, ils n'ont pas accès au permis. Premier point. Deuxième point, tous les retraits sont fondés sur l'article 88 du Code minier et d'autres dispositions pertinentes du Code minier. Et si l'investisseur ne respecte pas ses engagements, ses obligations contenues dans le titre, la solution, il n'y a pas d'autre voie, c'est de procéder au retrait. Mais le Code minier prévoit également un recours gracieux en cas de retrait. Toutes les entreprises qui pensent qu'il y avait ils avaient des arguments pour démontrer qu'effectivement le retrait n'était pas justifié, ont déposé les recours et la plupart des recours ont été examinés et le résultat, en tout cas à ma connaissance, le résultat va être publié dans les prochaines semaines et tous les retraits sont fondés. C'est vrai qu'il faut tout examiner, mais sur la base des dispositions du Code minier. Est-ce que vous pouvez rassurer qu'il n'y a pas de règlement de compte? Il n'y a eu aucun règlement de compte. D'accord. Et il y a pas d'abus non plus. Pas d'abus. Tout a été fait sur la base du droit. Ok. Notamment le Code minier. Notamment et essentiellement le Code minier. Qui est le courant du ministère des Mines. Exactement, parce que quand on vous donne un titre minier, dans le titre minier, vous avez vos obligations qui sont décrites dans le titre. Vous devez commencer vos travaux dans combien de temps, les paiements des taxes superficielles aux communautés riveraines et les renouvellements, les dépôts de renouvellement dans les délais, les dépôts des rapports d'activité trimestriels. Il y a tout un ensemble d'obligations qu'il faut respecter. Si on ne respecte pas une des obligations, on a respecté sur 10 obligations par exemple, ou sur 5, on a respecté 4, on n'a pas respecté une, on n'a pas respecté ses engagements. D'accord. Même si on peut bénéficier d'une doléance. Oui, on va aller avec la deuxième question. La deuxième question, elle est de Abou Kamara. Lui, il est à Oya, dans le Grand Conakry. Le secteur minier est l'un des piliers de l'économie guinéenne. Concrètement, quels bénéfices l'État et les communautés locales ont-ils tiré de l'exploitation minière sous votre mandat? Une question vaste, mais... Est-ce que c'est un mandat? Bon, je ne sais pas. Exactement. Bon, parce que je ne suis pas élu. Et pas que depuis que je suis là, depuis que le président de la République est là, il y a une amélioration continue des revenus de l'État issus du secteur minier, des recettes tirées du secteur minier. Et deuxièmement, il y a une amélioration substantielle de la création des emplois. On prend simplement le projet Simandou, pendant la phase de construction, c'est plus de 50 000 emplois. Et la majorité de ces emplois, en phase d'exploitation, vont être perdus. Mais comment faire
pour créer encore des opportunités d'emploi. C'est pour ça que ces projets de raffinerie sont lancés, dont chacune, celle de Bofa et celle de Bokiwa, vont créer chacune au moins 10 000 emplois pendant la phase de construction. Et les deux autres dont je vous parlais tout à l'heure, ça fait à peu près 40 000. Et l'ensemble de ces nouvelles sociétés, mais y compris dans d'autres, que ce soit dans l'or, il y a beaucoup de projets à la fin de cette année-là. Il y a une société aurifère qui finit sa construction à Kouroussa. Il y a de nouveaux projets aussi qu'on est en train de pousser dans l'or, parce qu'il faut aujourd'hui mettre beaucoup l'accent sur l'or. La bauxite, on est le premier producteur mondial. Le Simandou, pour le minerai de fer, c'est bon, mais pour garantir les revenus long terme de l'État, et il faut rendre le secteur exactement résilient. En faisant quoi? En diversifiant notre production minière, en mettant l'accent aujourd'hui sur le développement de l'or. Et le Mali nous dépasse de loin, le Burkina nous dépasse de loin, la Côte d'Ivoire, ils ont commencé l'exploitation de l'or après nous, ils ont 7 mines en activité. Donc aujourd'hui, il faut qu'on amplifie en attirant beaucoup d'investisseurs dans le secteur de l'or. L'once d'or aujourd'hui à plus de $4 000 pour qu'il y ait plus de revenus en diversifiant. Justement, quand le jour où le prix de la bauxite ou du minerai de fer baisse, si l'or est en haut, ça permet de tirer, ça permet de maintenir la croissance économique. Et l'autre bénéfice j'ai parlé de l'emploi, mais l'autre bénéfice, c'est en faveur des communautés riveraines avec le contenu local. Le contenu local, c'est quoi? C'est 3 axes. Au regard de la loi de septembre 2022, donner des opportunités d'emploi aux Guinéens, donner des opportunités d'affaires aux entreprises à capitaux guinéens ou détenus par des Guinéens. Je prends l'exemple de Total. Total, c'est une société de droit guinéen, mais à capitaux étrangers. C'est des sociétés détenues par des Guinéens, contrôlées par des Guinéens, dont les capitaux sont entièrement détenus par des Guinéens, qui bénéficient de la politique de contenu local de l'État. Et troisièmement, offrir des opportunités de formation et de transfert de compétences. Et à ce titre, il y a tout un ensemble de programmes. Capital humain, le programme avec les communautés riveraines. J'ai expliqué tout à l'heure, pour les trois années 2021, 2022 et 2023, et l'ensemble des communautés riveraines impactées dans la région de Kankan, la région de Farana, la région de Boké et la région de Kindia, plus de 558 milliards de francs guinéens qui ont été payés par ces communautés pour pouvoir les investir, pas pour faire des mosquées ou des lieux de culte, c'est pour faire des activités économiques. C'est pour ça. Génératrice de revenus également. Exactement, ça s'appelle Fonds de développement économique local. Principalement les activités génératrices de revenus, construire des marchés, des écoles, des centres de santé et tout ce qui peut contribuer, des forages, à améliorer la vie des communautés riveraines. Et c'est ce qu'on a fait depuis qu'on est là et qui continue à être amplifié d'année en année, et conformément aux directives du président de la République et de son Premier ministre. Abou Kamara de Koya, les impacts environnementaux et sociaux de l'exploitation minière suscitent de nombreuses préoccupations. Quelles mesures avez-vous prises pour protéger l'environnement, renforcer le contenu local et garantir que les populations riveraines profitent réellement des projets miniers? Et c'est une très bonne question, c'est un défi permanent, les questions environnementales. Et nous travaillons étroitement avec le ministère de l'Environnement à travers l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale pour que les études d'impact environnemental et social qui sont soumises par les sociétés soient de standard international. Et deuxièmement, qu'il y ait une évaluation continue de l'implémentation de ces études d'impact environnemental et social à travers les PGS, ces sociétés. Et à ce titre, d'ailleurs, le ministère des Mines et le ministère de l'Environnement bénéficient d'un projet de la Banque mondiale doté de $60 millions pour pouvoir accompagner la mise en œuvre des plans de gestion d'impact environnementaux et sociaux afin de minimiser autant que faire se peut l'impact négatif de l'exploitation minière sur l'environnement, sur les questions de réhabilitation. Il y a tout un ensemble de programmes sur lesquels nous travaillons. La question de contenu local, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est un sujet extrêmement important qui tient à cœur les plus hautes autorités du pays et sur lesquels nous travaillons au quotidien pour continuer à minimiser l'impact de l'exploitation minière sur l'environnement. C'est un défi permanent. D'accord. Avec votre permission, Monsieur le ministre, tout à l'heure vous avez parlé de l'assainissement du cadastre minier, des permis qui ont été retirés. Est-ce qu'au même moment, ça n'a pas découragé certaines compagnies minières qui aimeraient venir en Guinée en regardant cela, ou bien il y a eu toujours la bousculade à la porte du département des mines par des sociétés étrangères? Je vous garantis que l'assainissement a été apprécié par la communauté des investisseurs. Ok.
Parce que tout le monde s'est rendu compte que c'était des retraits injustifiés basés sur le code minier. D'accord. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il fallait profiter de cet assainissement pour mettre en place un système transparent, robuste, digitalisé, pour éviter les anciennes pratiques. C'est-à-dire que quelqu'un ait un permis qui soit couché pendant 2 ans, 3 ans, il ne fait rien, mais personne ne s'intéresse. Ouais. Mais avec ce nouveau système... Il n'exploite pas, personne d'autre n'exploite. Personne d'autre exploite. Ouais. Mais avec cette plateforme d'Amanda, ça permet d'avoir un suivi rigoureux des titulaires des permis de recherche sur le terrain. Et que ce soit les délivrances des rapports d'activité trimestriels, là, les rapports d'activité vont les loger directement dans le système, dans la plateforme, et c'est accessible. Et on sait que la société, tous les trimestres, dépose ses rapports d'activité, mais également les contrôles qui seront effectués, le contrôle de l'activité par les services techniques du ministère des Mines, principalement la Direction nationale des Mines et la Direction nationale de la Géologie, en renforçant les contrôles permanents sur le terrain de ces sociétés-là. Et c'est l'objectif qui est recherché. Et c'est une réforme majeure. Et sans cela, les gens avaient des permis, qui étaient gelés, d'autres sous le bras, qui se promènent avec pour essayer de les vendre. Mais cette plateforme permet de mettre fin à certaines pratiques pour le bénéfice du secteur minier de notre pays, en amenant des bons investisseurs, mais également en faisant la promotion des investisseurs locaux guinéens. L'avenir, c'est ça. Alors, ça en est terminé au compte de ce numéro. Monsieur le ministre, vous avez forcément un mot de la fin. C'est pour moi un privilège et une chance, en tout cas un privilège. Je ne cesserai de remercier le président de la République de m'avoir donné cette chance, cette opportunité de servir mon pays à un département aussi important et pour participer à la mise en œuvre de sa vision de changement profond de notre pays pour que ce pays puisse connaître le développement, le bonheur qui soit partagé comme il le souhaite. Et pour moi, c'est pas parce que je suis la meilleure personne, mais le bon Dieu m'a donné la chance avec la confiance du président d'être à ce poste. Et le plus important pour moi, tout acte que je fais, c'est d'être en conformité avec le serment que j'ai pris sur le livre 5, de servir loyalement le président et de servir loyalement notre pays. Et c'est ce que je veux qu'on retienne de mon passage au ministère des Mines, c'est de servir loyalement le président de la République et servir loyalement notre pays. Pendant tout le temps que vous serez là. Pendant le temps que je serai là, que le bon Dieu me donnera la chance d'être là. Mais aussi, ce qui a changé, on a la chance d'avoir un président qui a un amour extrêmement jaloux de notre pays. Sinon, la concession minière de Gap n'aurait jamais pu être retirée. Ce n'est pas des propositions qui ont manqué, mais c'est la différence entre les hommes politiques et les hommes d'État. On a un homme d'État qui est à la tête du pays. Avant, les techniciens discutent, ils donnent des propositions. Les visiteurs du soir vont voir le chef, et puis d'autres décisions sont prises. Mais aujourd'hui, toute décision qui est prise, c'est est-ce que la question qui est posée, est-ce que c'est en conformité avec les intérêts de la Guinée? En 4 ans, on a vu ce qu'il a pu faire. Donc, faisons la projection sur 7 ans, ce que va devenir notre pays. Et c'est une chance unique qu'il ne faut pas gaspiller. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur le ministre Bouna Sylla des Mines et de la Géologie. Merci également à David Yombuno pour la co-animation. Merci à Baka. À vous, téléspectateurs, vous qui avez suivi donc cette émission, merci de votre aimable attention. Ça a été un plaisir pour nous de vous servir et portez-vous bien.